Voilà. Ah bah oui. Et, Nous voilà, on est en enregistrement et aujourd'hui, je vais juste raconter le contexte de cette rencontre parce que c'est une rencontre tout à fait nouvelle, spontanée avec Eric, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger juste quelques mots au moment de mon anniversaire qui était au mois de janvier. Et Eric a eu la très grande gentillesse de m'envoyer un petit mot pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Et en très peu de postes, on s'est mis à parler de douceur. Et avec tout de suite l'idée de dire et si? Et si on se rencontrait autour du thème de la douceur, sans rien préparer, sans... Voilà, juste on se rencontre et vous êtes témoin de notre rencontre. Donc, je suis super contente de te rencontrer en vrai, en tout cas en mouvement, parce que voilà, c'est assez inédit comme situation, quoi. ouais, bah c'est particulier et en même temps c'est magique. Moi, c'est ce qui m'anime de plus en plus dans ma vie, c'est de laisser libre cours à la spontanéité. Et comme voilà, grâce à Facebook, moi j'aime bien souhaiter les anniversaires des amis entre guillemets Facebook que j'ai pas forcément rencontrés, mais qui faisaient partie. Et puis bah des fois il y a des retours, des fois il y en a pas et tout va bien. Et c'est vrai que bon voilà, il y a eu ton retour avec le fait que tu me souhaites également un joyeux anniversaire, ce qui n'était pas complètement faux puisque je suis né également en janvier, mais un petit peu plus tard. Et voilà, et après de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui va émerger de tout ça et oui, très rapidement, la douceur est arrivée. Je me suis dit, mais tiens, moi, c'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose que je rencontre de plus en plus dans ma vie. Et plus je la rencontre et plus je me rends compte quelque part qu'elle n'était pas présente avant. Et Mm. donc, j'ai juste envie de la découvrir encore plus. Et quand voilà, tu as prononcé ce mot-là, j'ai fait waouh, là, on va peut-être pouvoir échanger sur une thématique qui m'anime et que j'ai vraiment encore envie d'approfondir et de découvrir. Ouais, Et effectivement, caméra, enfin oui, face caméra pour échanger là-dessus, à distance en plus. à C'est distance, ouais, c'est quand même assez magique de pouvoir se rencontrer, papoter. Et c'est vrai que, tout comme toi, moi j'aime beaucoup les choses spontanées. Je crois que qu'on peut tout à fait, dans une interaction, avoir énormément de choses qui se passent. Parfois, c'est des mots qui vont percuter, parfois, c'est des sensations qui vont se relâcher, de la douceur qui va s'installer, et que finalement, préparer les choses en avance, c'est pas quelque chose qui me convient énormément. Après, bon, on avait nos petits trucs, la technique tout à l'heure, et je suis super touchée quand tu dis que il n'y a pas toujours eu de la douceur dans ta vie. Je pense que tous, on a traversé des choses compliquées. C'est vrai que la douceur, c'est un thème que j'explore depuis un certain temps, mais rien que dans mon ton, souvent les gens me disent, mais c'est très doux en fait, quand je parle, dans ce qui se dégage de moi, quand j'accompagne des personnes, la première chose qu'on me dit, le mot qui revient le plus souvent, c'est de la douceur. Maintenant, la vie n'est pas toujours douce, donc c'est vrai qu'explorer, approfondir et goûter ce que ça fait, ce que c'est et de comment en installer davantage, je crois que c'est la recherche de toute une vie, quoi qu'il arrive, quoi. Enfin, en tout cas, de la tienne et de la mienne. Donc, ouais, si on peut être plusieurs, effectivement, à y aller, ce sera chouette. Ouais, je confirme qu'effectivement, tu as une voix très douce et très agréable à écouter. Je peux même hypnotiser une salle, tu vois, tellement Ah c'est... non, ça, j'en suis convaincu. Moi, d'ailleurs, je vais faire attention. Je vais cligner des yeux très rapidement pour éviter d'être hypnotisé. Non, c'est chouette. C'est chouette. Et comme tu dis, il y a cette histoire de contraste, c'est-à-dire que plus on a été confronté à une forme de rigidité, pas forcément de la violence, mais de la rigidité où la douceur n'est pas présente, et plus on la rencontre, et plus moi, enfin, en tous les cas, je parle pour une histoire personnelle, et plus je me rends compte de bah, qu'elle est facilement accessible dans le sens où on en a tous entendu parler, que bon, de manière tactile, on sait ce qu'est la douceur, de manière gustative, on sait ce qu'est la douceur. Après, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de la découvrir aussi dans les relations. Et par certains moments, moi j'ai cru effectivement que j'étais dans la douceur, alors que j'y étais pas du tout. En tout cas, j'étais dans une définition à l'époque qui aujourd'hui ne me convient absolument plus. Et donc, ouais, de découvrir, d'approfondir et de voir en fait différentes quelque part ouais, sorte de douceur, je dirais, notamment au niveau des sens que je viens d'évoquer. Je trouve ça magique parce que c'est une exploration en fait. Et c'est une Mm. exploration qu'on va faire de manière personnelle, qu'on va faire dans la relation, alors que ce soit la relation amoureuse ou amicale ou même familiale, enfin peu importe. Après, le terrain, il est énorme comme pour beaucoup de choses, mais en
particulier pour la douceur, ouais, ouais, clairement. Ça m'intrigue beaucoup quand tu dis qu'avant, il y avait de la douceur, mais c'était pas tout à fait ce que tu vis maintenant. Et c'était comment avant alors? Ah, c'est une bonne question. Ben, c'est-à-dire, je pense que cette douceur-là, elle était plus mentalisée que vraiment vécue ou ressentie. Et ça, c'est quelque part, c'est mon parcours de vie. C'est-à-dire que c'était beaucoup dans le mental, c'était beaucoup dans la théorie. Euh, et c'est vrai que depuis quelques années où je commence vraiment à rentrer dans le corps, dans la sensation, dans les émotions, etc. Donc ça ouvre, enfin ça descend. C'est comme ça que je veux dire, c'est que ça descend de la tête et ça rentre dans le corps. Et donc là, waouh, enfin, on rentre dans le champ des sensations. C'est plus juste, ah oui, c'est doux et ça s'arrête là, non. Donc après, ça peut circuler aussi, ça peut se prolonger, ça peut. Donc ouais, c'est tout un parcours, c'est toute une ouverture. Donc je t'avouerais que je saurais même pas te dire ou te décrire comment c'était avant. Avant, je pense que c'était conceptuel en fait. Ouais. C'était conceptuel et je devais le toucher euh, par moment, je sais pas, je vais dire de manière gustative principalement. Parce qu'au niveau du toucher, malheureusement ou pas, dans ma famille, on n'était pas tactile du tout. Mmh. Donc ça, moi, j'ai découvert enfin, sur le tard. Bon, sauf quand on est gamin, effectivement, avec dans les bras de sa maman. Mais bon, ça, voilà, ça, il y a un moment, on passe aussi à autre chose. Donc, moi, c'était plus, si je devais ouais, donner des souvenirs par rapport à la douceur, c'est plus de manière gustative. Mmh. Dire, je sais pas, ouais, je vais te donner un exemple qui est, enfin, voilà, le goûter, quand je rentrais de l'école, le goûter, on avait des rèmes ou des chocorèmes qu'on trempait dans le cacao. Voilà, cette douceur que je pourrais retrouver dans la bouche. Voilà, moi, enfin, c'est le premier exemple qui me vient comme ça. Mais c'était vraiment purement dans le sens gustatif, en fait. Mmh. Et quand tu as grandi, que tu es devenu adolescent, jeune homme, c'était comment la douceur? Tu faisais de la douceur plutôt que être la douceur? Ah non, j'étais pas du tout dans la douceur, en fait. J'étais dans le conflit. Et quand on est dans le conflit, enfin, c'est très compliqué d'aller toucher la douceur, en fait. Mmh. Je sais même pas si c'est envisageable ou si c'est possible, ou ça reste encore une fois quelque chose de conceptuel en se disant, et je parle pour moi, ah, ce serait peut-être bien de toucher cette douceur, mais en même temps, il y avait ce côté un peu guerrier où il fallait être dans le conflit tout le temps. Mmh. À Donc, côté de ça, j'ai envie de te dire, là où ça résonne pour moi, c'est que c'est difficile d'aller au conflit et de monter au créneau quand on est dans la douceur. Et que moi, inversement, il y a eu des moments où, parce que j'ai une douceur naturelle, où ça n'a pas toujours été facile de me positionner dans des endroits où les gens voulaient un peu abuser en rentrant dans mon espace ou en me poussant dans mes retranchements. Il fallait vraiment aller loin avant que je commence à me positionner, en fait. Parce que avec cette douceur naturelle que j'ai, eh ben, il y avait aussi des limites qui étaient assez floues, pas très claires. Et l'histoire de ma vie, c'est d'apprendre au contraire à redéfinir mon contenant, en fait. oui, j'entends bien effectivement je rejoindrais cet espace de vulnérabilité aussi qu'on peut ressentir quand on est dans la douceur, ou en tout cas que l'extérieur peut appréhender de cette manière en disant ah, vulnérabilité, donc je peux en profiter de manière consciente ou inconsciente. Ouais, tout à fait. Alors que après, oui, je pense que c'est un apprentissage de se dire je peux être doux ou je peux être douce et en même temps rester ferme par rapport à mon espace. Est-ce que je l'ouvre, est-ce que je l'ouvre pas, est-ce que je garde une certaine distance? Ouais, tout à Oui, fait. ouais. Ça s'apprend au fur et à mesure. Ça me fait, quand tu as dit ça, ça me fait penser, il y a environ 2 ans, donc je travaille sur moi depuis des années, j'accompagne des personnes. Je suis plutôt spécialisée sur les bébés et les familles. Et puis ces dernières années, il y a d'autres dimensions qui s'ouvrent avec des niveaux super intéressants. Et il y a 2 ans, il y a une énergie qui s'est invitée comme ça, un peu de façon surprenante dans ma vie, qui était l'énergie de la panthère noire. Et l'énergie de la panthère noire, une panthère noire, c'est doux, c'est féminin, ok, mais ça rigole pas, une panthère noire. Et si ça a besoin d'attaquer ou de se positionner ou de réagir, même si ça peut rester longtemps à observer, quand c'est le moment de l'action, c'est le moment de l'action. Et en fait, cette énergie-là m'a beaucoup aidée. Tu parlais tout à l'heure de descendre dans le corps. Je crois que ça a aidé à faire atterrir d'autres choses, à me densifier justement au niveau de mon contenant.
de façon à garder ma douceur, mais aussi avoir de la capacité à sentir quand ça grésille et arriver à mettre à distance ce qui ne convient pas, et aussi arriver à rentrer davantage dans l'action ou dans les directions que j'ai envie de prendre en fait. Ouais. Mais ça a été tout un apprentissage et bien évidemment je chemine encore avec ça. Ouais, mais c'est chouette de le contacter, c'est-à-dire effectivement de se dire que le monde, c'est pas, on vit pas dans un monde de bisounours. Après, on l'appréhende comme on le souhaite. C'est vrai que bah, on peut, comme toi, arriver avec toute cette douceur et se prendre des claques et ne pas comprendre en se disant mais pour quelle raison? Parce que le monde devrait quelque part être comme ça. Et donc de commencer à aller contacter. Alors, j'aime beaucoup cette image de la panthère noire et cette énergie-là. Moi, je la comparais à la femme sauvage, parce que c'est quelque chose, c'est un archétype qui me parle le plus, avec lequel, enfin, que j'aime bien proposer ou présenter, notamment aux femmes que j'accompagne. Et c'est vrai que quand on contacte cette énergie vie, cette énergie de cette essence-là, et qui, dans des situations où justement la douceur, bah, malheureusement, n'a pas sa place, aller contacter autre chose pour se positionner en disant, bah, avec fermeté, voilà, non, ça, j'en veux pas, ou je veux plus ceci ou cela. Et puis après, bah, laisser justement l'espace de la douceur s'inviter quand il est juste. Aussi, ouais, ouais, c'est fabuleux. Et ça a été déterminant, je vais même aller encore plus loin, c'est que quand on parle effectivement de la femme sauvage, on est dans quelque chose qui parle de l'instinct. Et parce que j'ai parlé, tu vois, d'être spécialisée sur les enfants, donc je suis une maman de 4 enfants, et le rôle de la mère est un rôle à la fois important, mais il y a l'idée du rôle derrière, tu vois, la posture, le truc que tu dois être quand tu es une maman. Et quand tu ajoutes ça à ma douceur naturelle, et ben ça donne que parfois, dans mon cheminement de mère, c'est pas toujours facile de me positionner même par rapport à mes propres enfants. Et en fait, quand j'ai contacté cette énergie de panthère, il y a eu de temps en temps des enseignements. Alors, quand je reçois un enseignement, de temps en temps, ça ressemble à une vision. La plupart du temps, ça ressemble à une fulgurance qui dure quoi? Allez, une seconde. En une seconde, tu vois plein de trucs. Ça s'arrête et après, ton mental essaie de rattraper tous les fils qu'il a compris en une seconde. Et en fait, ce jour-là, ce qui m'était montré, c'était que donc je voyais un jaguar dans la forêt avec des bébés jaguars. Et en fait, ce qui m'était montré, c'était que les bébés jaguars, ils suivaient leur maman. Et que la maman, elle pouvait pas se retourner toutes les 2 minutes. Les mères félins sont assez attentives avec leurs enfants. Elles sont vraiment présentes. Mais quand il y a quelque chose qui est pas OK, elles savent aussi le montrer. Et ce qui m'était montré, c'était qu'en cas de danger, si le tout petit suit pas la maman, elle n'a pas les moyens de prendre 2 petits en même temps dans la gueule, en fait. Elle peut en prendre un, le plus faible, mais pas tous. Et donc, c'est vital qu'à un moment donné, il y ait ce leadership naturel et instinctif qui s'installe, qui est capable de temps en temps d'une énergie presque froide et glaciale. En tout cas, l'énergie du jaguar à ce moment-là, c'était une énergie qui n'avait pas de préférence, une énergie qui était très calme et très centrée et très c'est comme ça. Et ça n'empêchait pas la douceur à d'autres moments, comme tu disais, quand c'est le bon contexte, la douceur, elle a toute sa place. Et j'ai envie de dire, la majorité du temps, dans le quotidien, pour moi, la douceur, elle est partout, en fait. Mais de temps en temps, il faut être capable de dire stop aussi et ne pas devenir mou à cause de la douceur, tu vois. Donc moi, ça a été ça. Mais quand toi, tu me dis que dans ton chemin, tu as été un jeune homme un peu guerrier, avec de la rigidité, euh, je peux entendre aussi derrière toutes les blessures qui ont dû être protégées et comment entrer dans la douceur. Ben, c'est quelque chose qui forcément se fait au fur et à mesure qu'on se dévoile, quoi. Et ça me voilà, tu vois, quand tu partageais ça, il y avait dans mon cœur un endroit qui disait OK. Et puis tu es un homme en plus. Alors l'aspect être doux dans le monde des hommes, c'est pas toujours simple. Ah bah c'est pas que c'est pas toujours simple, c'est que c'est super compliqué. Moi, après, j'ai vécu, si tu veux, maintenant que j'y repense, enfin, des moments de douceur. Ouais, c'est une forme de complicité, en fait. Après, je vais le lier à un terme que j'ai contacté l'année dernière qui s'appelle la bonté. Mm. La bonté chez l'homme. J'ai 3 exemples d'oncles qui sont partis rejoindre les étoiles l'année dernière et qui, justement, avaient cette fibre-là et que j'ai pu contacter. Mais voilà, c'était de manière très, très. Un petit peu comme toi, cette fulgurance, c'est-à-dire que c'était un regard, c'était un sourire. On n'était pas là en train de discuter ou de se prendre dans les bras. C'était vraiment ces moments-là. Et ça m'a permis d'avoir déjà, en fait, cette connexion, ces pistes, de dire oui, ça existe. Mm. Donc,
Oui, dans le monde des hommes, c'est en tout cas moi le monde que j'ai vécu, c'est compliqué parce qu'il y a très peu de place pour la vulnérabilité. Vulnérabilité égale faiblesse, et donc si tu es faible, quelque part, tu n'es pas dans la définition d'être un homme ou d'être viril. Bon, les choses évoluent, hein, certainement, mais moi, dans mon parcours, effectivement, c'était, il n'y a pas de place pour la vulnérabilité. En tout cas, j'avais fait ce choix-là par rapport à mes références. Bon, elles sont ce qu'elles sont tout à fait respectables. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon parcours, comme tu dis, de m'ouvrir, de guérir certaines blessures et de m'ouvrir à cette vulnérabilité, de me rendre compte qu'en fait, quand je suis dans cette vulnérabilité, quand j'expose cette vulnérabilité quelque part, je contacte aussi ma puissance. Euh, enfin, je trouve, par exemple, il y a rien de plus beau que de voir un nouveau-né, un enfant qui justement est dans sa vulnérabilité, mais en même temps, il est dans une puissance d'amour qui est juste extraordinaire. Mm. Et je trouve que ça, c'est important de se le rappeler et de se dire, mais si on est ici sur cette terre, c'est surtout pour partager ça, cet amour. Et donc, oui, ça peut aussi se traduire par la douceur. Ça, c'est une certitude. Donc, moi, au fur et à mesure, je la découvre. Et puis après, l'accompagnement, et notamment par le massage, ça a été une ouverture vers la douceur extraordinaire. Moi, je me souviens toujours du premier massage que j'ai reçu, mais j'arrivais plus à redescendre de la table. C'était une demi-heure après le massage, j'étais toujours allongé, parce que je flottais dans cette espèce de nuage de douceur que j'avais jamais contacté auparavant. Ça a été une sensation merveilleuse. Et là, c'était vraiment le côté tactile. Et ça m'a amené après au massage planète, ça m'a amené à tantra, etc., etc. Mm. Mais je pense que quand, quand notamment on est quelqu'un de tactile et qu'on n'a pas reçu beaucoup de contacts, qu'on n'a pas été beaucoup pris dans les bras, qu'on n'a pas été contenu, le jour où on est enfin touché par quelqu'un qui sait toucher un corps avec respect ou avec des massages enveloppants, des choses où vraiment on sent qu'on est contenu enfin, je crois qu'il y a énormément de barrières qui s'écroulent à ce moment-là. Il doit y avoir, tu vois, quelque chose entre la douceur, une sorte de grand soulagement de se dire ça y est, je suis touchée, je suis reconnue, quoi. Et puis en plus, il y a le besoin qui est plus ou moins développé selon les personnes, mais de se sentir exister dans le contact. Et c'est tellement important. Ouais, je te rejoins par rapport à la reconnaissance aussi. Être Ouais. reconnu, là je parle en tant qu'homme, être reconnu en tant qu'homme, mais pas en tant qu'homme dans le côté frontal, dans le côté guerrier, dans le côté. Non, non, juste voilà, dans le corps en fait, d'être Oui. dans son corps et d'accueillir, d'accepter cette douceur. Ouais, tout à fait. Mm. Tout à fait. Et même, hein, j'ai envie de dire, probablement être touché même au-delà du fait d'être un homme, juste être un humain, c'est-à-dire au-delà de l'aspect sexué. Moi, ce que j'ai pu expérimenter, donc j'ai pas de formation de massage, mais je masse intuitivement depuis que j'ai 11 ans. Et avec des partenaires que j'ai pu avoir, parfois ils étaient étonnés de juste pouvoir être touchés sans qu'il y ait d'intention de rien derrière, sans qu'il y ait une intention sexuelle, sans qu'il y ait quoi que ce soit, et juste l'intention de donner et de le laisser recevoir. Et très souvent, pour mes compagnons à l'époque, ça a été quelque chose qui a été très intense en fait pour eux, parce qu'ils n'avaient pas eu un espace juste comme ça, juste où on a le droit d'être touché, d'être reconnu comme un humain et de laisser le corps faire ce qu'il a besoin de faire, mais sans mettre de connotation, d'étiquette, de quoi que ce soit en fait. Ouais, Et je tout à trouve fait. que les hommes particulièrement, mais je pense les femmes aussi, ont besoin de ce temps-là, ce temps où le corps a le droit de faire ce qu'il a besoin de faire. Mon expérience par rapport à ça, je ne sais pas si tu connais les soins Rebosso, ça te dit quelque chose ou pas? Alors peut-être de nom, mais je sais absolument Ah, pas ce qu'il va y d'accord. avoir derrière. On en parle plus ces dernières années. En fait, à l'origine, le soin Rebosso, c'est un soin de massage et d'enveloppement avec des châles mexicains. Donc, c'est un soin mexicain traditionnel Ok, ça y est. qu'on donne en général aux femmes quand elles ont accouché. Ouais. Et en fait, j'ai été formée au soin Rebosso en 2011 par une sage-femme mexicaine traditionnelle. On parlait de douceur tout à l'heure ou des contacts, tu sais, les regards de tes oncles, les choses qui viennent ancrer quelque chose. Andrelina, pour moi, elle a été l'équivalent de ce qu'est Ama pour certaines personnes.
Mmh. C'était une personne totalement spontanée, naturelle, avec zéro calcul, presque une femme-enfant tellement il y avait zéro calcul, et en même temps une expérience de sage-femme, mais à tomber par terre. Et quand elle est arrivée, c'était moi qui hébergeais ce stage, et spontanément, elle m'a pris dans les bras parce que au Mexique, c'est comme ça qu'on se salue. Et son étreinte avait une telle douceur, je crois que j'aurais pu fondre en larmes. Je crois qu'à ce moment-là, pour moi, c'est comme si j'étais étreinte par l'énergie féminine maternelle, mais sans attente et sans étiquette et sans intention. Et déjà, j'avais cette douceur, mais pour moi, il y a vraiment eu un transfert à ce moment-là. Et ça, c'était quelque chose qui a été encore plus fort que tout ce qu'elle nous a montré avec générosité lors des stages Rebosso. Et donc, c'est des soins où il y a un bain avec des plantes, il y a des tisanes spéciales, ensuite il y a un massage, et ensuite on resserre le corps avec les écharpes. Et j'ai eu l'occasion de tester ce soin sur des hommes, peu, parce que c'était vraiment une expérimentation, mais à chaque fois pour eux, ça donnait quelque chose de l'ordre de waouh, on peut recontacter du féminin et lâcher un peu des barrières en fait. Et, et j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là d'à quel point hommes et femmes ont porté toujours les attentes en lien avec notre étiquette, notre sexe, ce qu'on devrait aimer, ce qu'on ne devrait pas aimer. Et que quand on est dans un espace d'attente, que ce soit sur ce sujet ou sur un autre sujet, on quitte la douceur et on quitte l'authenticité au même moment en fait. Tu vois? Oui, parce que je crois qu'on retourne quelque part dans des tensions corporelles, et quand les tensions corporelles elles se manifestent, il y a plus de présence, beaucoup moins pour être dans cette spontanéité, dans cet accueil. Je crois que quand on touche à cette spontanéité, cet accueil, on est dans cette douceur. Mm. Euh, donc oui, c'est plus compliqué. Moi, ce que j'entends effectivement dans tes expériences, c'est que et je te remercie en tant qu'homme, c'est justement ce rôle d'initiatrice, de proposer ces espaces-là. Et quand tu exprimes ou quand tu expliques, tu décris ce soin Rebosso, où effectivement, ça y est, ça me revient, j'en avais effectivement entendu parler. Euh, Bah, est-ce qu'il n'y a pas quelque part ce retour dans la matrice de la maman, tu vois, comme si, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là, de se retrouver dans le ventre de sa mère? Et puis j'imagine que le fait de resserrer le corps avec le tissu à la fin, c'est de revenir en fait dans cette enveloppe corporelle, parce qu'on doit partir, j'imagine, très loin, ou en tous les cas d'être dans une forme d'expansion. Mm. Et donc peut-être de plus sentir en fait ces limites corporelles, de faire partie du grand tout, et à la fin juste de revenir quelque part à sa place après avoir exploré en fait l'extérieur, et de revenir à l'intérieur. Ouais, ça doit être carrément magique tout ça, C'est effectivement. comme, en fait, je pense qu'il y a un aspect presque de renaissance dans chaque soin Rebosso. À l'origine, traditionnellement, il est vraiment proposé que aux mamans qui ont donné la vie. Donc, quand on resserre le corps, donc il y a 7 endroits où on va resserrer le corps, enfin 7 au moins, parce qu'on peut en faire d'autres. Euh, c'est aussi parce que quand tu portes un bébé, il y a un ensemble de choses qui s'écartent au niveau du bassin, au niveau de la cage thoracique. Il y a toute la posture qui change. Donc, j'imagine que derrière, traditionnellement, il doit y avoir une grande observation du corps et de sagesse de ce qui a besoin d'être remis en place. Mais c'est vrai que quand j'ai fait cette expérience qui était donc hors cadre, hors tradition, de le proposer à 2 hommes, et ben, il y a eu vraiment un effet de bercement, de balancement, et ensuite dans le resserrage, de revenir, mais de revenir à soi, sans l'étiquette effectivement d'être un homme, d'être un garçon, d'être ceci, d'être cela. Et, et pour eux, à chaque fois, ça a été quelque chose de, de... L'un des deux était un chaman. Ce qu'il m'a dit, donc j'étais très honorée qu'il ait accepté de faire l'expérience de ces bercements. Alors lui, c'était pas le massage, c'était pas le soin complet, c'était juste les bercements et le serrement avec le châle. Et il nous a dit, à moi et à la personne qui faisait avec moi, qu'il avait eu vraiment l'impression de recontacter l'énergie féminine qu'il voyait sous une forme de boule verte, et de la réincorporer. Donc je ne sais pas ce que ça a pu changer par la suite dans ses soins, mais en tout cas pour lui, c'était quelque chose de vraiment fort. L'autre personne avec laquelle j'ai pu pratiquer ça, c'était mon compagnon. Et pour lui, ça a été aussi un moment où c'était juste intensément bon d'être resserré et tenu, en fait, le temps nécessaire, et ensuite le temps d'atterrir, et ainsi de suite. Et
je pense que ces expériences-là dans le monde, elles vont probablement se développer davantage, ce contact aux hommes, pour leur laisser un espace. Je ne sais pas si toi, dans ce que tu proposes, tu as souvent des hommes dans tes consultations ou pas, ou tu as essentiellement des femmes? Alors, par rapport à la partie tantra, puisqu'en fait, Massage ou tantra, ouais. voilà, moi j'ai 3 médecines en fait. J'ai le coaching intuitif, j'ai le tantra et j'ai le chamanisme avec tambour et voix. Oui. Aujourd'hui, mon cœur de métier, c'est tantra. Ça va évoluer, mais ça reste tantra. Et donc, dans les accompagnements qui sont soit du coaching, soit des rituels, j'ai majeure partie du temps, j'ai des femmes. Et donc, moi, je les remercie parce qu'elles m'ont permis d'avancer. Ça fait 7 ans que j'accompagne de cette manière-là, donc elles m'ont permis d'avancer. Elles m'ont permis de contacter, d'observer ce que pouvait être cette énergie féminine. Et le fait, moi, petit à petit, de l'intégrer, ben, je vois en fait toute l'évolution que ça amène au niveau du soin, la connexion ou la résonance que ça peut avoir, et justement ouvrir beaucoup plus encore à la douceur. Moi, quand j'ai démarré cette activité d'accompagnement, notamment par le massage cachemirien, c'est ce qui me plaisait justement, c'était d'être dans la lenteur, d'être dans la présence, et donc forcément d'induire la douceur. Mais en même temps, la douceur, elle peut être induite sans qu'elle soit présente forcément à l'intérieur. En tout cas, c'est le retour que j'en fais là maintenant, c'est ce qui me vient. Mm-mm. Et j'apprends à justement faire en sorte qu'elle soit à l'intérieur de moi. Et quand elle est à l'intérieur de moi, en fait, le geste qui en découle, il est forcément doux et naturel et lent. Oui, Pas le geste qui va induire la douceur, en fait, c'est plus l'inverse. Enfin, moi, c'est ce que je suis en train de vivre. oui. Et c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux parce que moi, je me sens beaucoup plus complet, justement, quand ce principe féminin se met en branle. Et la connexion enfin, ouais, elle était déjà divine, mais là, elle prend une ampleur qui est juste extraordinaire. Et par moments, je m'autorise même puisque je laisse mes mains faire, le corps, et par moments, juste de m'arrêter, de stopper, de poser les mains et d'accueillir ce qui se passe. Et même là, on peut déjà être dans la douceur. Enfin, on est aussi dans une forme de douceur qui s'installe. On peut même, je crois qu'on peut même aller plus loin, c'est-à-dire envisager d'être dans la douceur sans pour autant qu'il y ait un contact tactile. Mm. Parce que la douceur étant présente à l'intérieur, et si même elle est présente chez l'autre, ou si justement elle s'éveille de par la présence de la douceur de la première personne, on peut vivre déjà dans cet état cotonneux, doux, et qui n'est pas forcément mou en fait. C'est ce que je me disais quand tu parlais de quelque chose de mollasson ou mou. Enfin, je ne sais pas si j'ai repris le bon mot, mais c'est ce que ça m'a évoqué. Et un peu plan-plan, où il n'y a pas de dynamisme, etc. Je trouve que oui, c'est un extrême. Mais je crois que la douceur, on peut aussi la contacter tout en étant dans le mouvement, sans que ce soit, c'est pas pesant, mais sans que ce soit un frein ou quelque chose comme ça. Mm. Effectivement, pour moi, parce que comme je te disais, finalement, ce chemin de la douceur, ça fait longtemps que je l'observe en fait. Entre les moments où, quand j'étais adolescente ou jeune fille, mes limites n'étaient pas claires, et là où elles sont de plus en plus définies au fur et à mesure que je m'affirme. Et en fait, la douceur se fait puissance quand elle a un contenant. Quand elle n'a pas de contenant, au niveau énergétique ou au niveau, enfin, dans tous les sens du terme, ça va devenir plus mou. Donc pendant des années, j'étais devenue presque une experte, tu sais, en acceptation des coups durs de la vie. C'est-à-dire, je les traverse, ok, ça va, je reste stable, ok. Mais en fait, j'encaissais énormément et j'ai une grande tolérance. Donc, vas-y, quoi. Vas-y, envoie, j'encaisse. Je faisais le mur absorbant, tu vois, genre. Donc, quelque part, cette douceur me protégeait d'une certaine manière et en même temps, ça faisait lourd. Et là, c'est de moins en moins lourd parce que de plus en plus, il y a du contenant. Et c'est vrai que la douceur telle que je la vis maintenant est pas quelque chose de mou et pas quelque chose euh, d'insipide où il se passe jamais rien, au contraire. Parce que à partir de la douceur à l'intérieur, là, mon goût, mon envie, c'est de tisser, c'est de laisser les choses se faire en conséquence. Comme tu disais, le geste est la conséquence de l'état intérieur. Et même si on peut faire un geste ou fabriquer un geste ou mettre une intention, il y a le moment où c'est mental et c'est dans le geste.
et le moment où c'est un prolongement de ce que tu es dans le geste. Et extérieurement, les gens vont peut-être voir exactement la même chose, mais intérieurement, à la fois pour celui qui donne et celui qui reçoit, l'impact est complètement différent. Donc ce qui me passionne actuellement, c'est ça. C'est de voir comment on peut créer une écologie autour de la douceur, autour du respect, que ce soit bien évidemment dans les relations d'accompagnement, dans les relations personnelles et dans les relations de type business, entreprise, comment on crée, comment on a une relation avec nos clients qui, euh, qui soit claire et en même temps où il y ait de la douceur et du respect dessous. Oui, et puis quand on arrive à atteindre justement cet état quelque part de sérénité, donc qui est beaucoup plus propice à la douceur, et qu'on va rencontrer une personne qui justement n'est pas du tout dans cet état, qui va être dans un état beaucoup plus conflictuel à l'intérieur, et qu'on reste en contact de cette sérénité, de cette douceur et dans son contenant, et qu'on le rayonne de toute façon, de voir ce que ça provoque, ce que ça induit chez l'autre. C'est-à-dire que si la personne arrive avec ce conflit, de voir que petit à petit ce conflit commence à se dissoudre, ou en tous les cas, s'il a besoin de s'exprimer, il s'exprime, mais en même temps, comme il rencontre en face quelque chose qui lui renvoie simplement son conflit et qui justement ne cherche pas à le justifier ou à l'accélérer, tout d'un coup, ça prend une forme qui justement rentre dans la douceur et la relation s'en retrouve complètement transformée. Moi, j'ai un exemple magnifique que j'ai vécu avec mon papa cette année, où c'est la première fois où j'ai pu avoir une discussion d'homme à homme. Mais pourquoi? Parce que justement, je me suis posé dans ce calme, dans cette sérénité, dans cette douceur, et auquel cas, là, j'ai pu m'exprimer pareil, de manière posée et tranquille. Et forcément, mon interlocuteur, donc mon père en l'occurrence, ressentant cette position, le discours a pris une teneur tout autre que moi j'avais jamais vécue, et c'est un moment magnifique dans mon parcours de vie, quoi. Mais pourquoi? Parce que comme souvent, on attend aussi beaucoup de l'environnement et des autres, et on oublie souvent que ça passe d'abord par soi, et que c'est important déjà tout un chacun de contacter cette douceur pour après pouvoir la partager ou éventuellement la faire rayonner vers l'extérieur. Ouais, ça a beaucoup à voir finalement cette douceur avec de la sécurité intérieure. Et même dans des moments où on n'a pas de sécurité, en tout cas pour moi, donc dans des moments de ma vie où ma sécurité intérieure n'était pas encore construite, quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, j'ai toujours eu en moi une sorte de, je peux pas dire que c'est une voix, parce que pour le coup, il y a plein de gens qui entendaient des choses quand ils étaient petits, voyaient des choses, tout ça. C'est pas mon cas. Moi, je me considère curieusement, même si je fais des choses énergétiques, tout ça, comme super normale en fait. Mais quand même, j'avais une sensation à l'intérieur qui me disait, t'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, quoi qu'il arrive, ça va aller. Et j'avais pas d'intention. Je savais pas ce que je voulais devenir dans ma vie. Je savais pas où j'allais du tout. Mais ça me disait, le jour où tu sauras, tu iras tout droit et ça ira vite. Et en attendant, tu vas au bon endroit. Tu vois le truc flou, mais qui te dit, ça va. Mes sœurs n'ont pas eu ce même vécu-là. Et j'imagine que ça change aussi leur façon d'avoir traversé notre adolescence et d'avoir avancé par la suite. En tout cas, elles l'ont pas de façon consciente. Moi, c'était quelque chose qui était là, qui était conscient. Et même dans des moments où il pouvait y avoir plein de douleurs émotionnelles, il y avait toujours un endroit où c'était comme assis et ça me disait, t'inquiète pas, ça va aller. Donc, dans les moments très, très difficiles, c'est là-dessus que j'étais appuyée. Et maintenant, je suis appuyée sur des endroits où j'ai guéri pas mal de choses au niveau émotionnel. Et du coup, ce qui me parvient de la vie maintenant est de plus en plus doux, fin ou très subtil. Il faut vraiment être pointilleux pour aller voir le truc. Mais le travail reste à faire. Quand je suis activée par une situation de l'extérieur, le travail reste à faire. Donc, ce que j'entends, c'est que mine de rien, quand tu as pu te poser avec plus de douceur à l'intérieur et avoir cette discussion avec ton papa, où j'imagine que chacun de vous deux, vous aviez des passifs, vous aviez des choses à dire, et puis j'imagine que pendant des années, chaque fois que vous vous parliez, ça se mettait tout de suite en mode on y va, tu vois. Donc je me dis que pour arriver à ne pas réagir
si ton papa était en mode réactif, bah, ça demande pas mal de sécurité et d'assises à l'intérieur, d'avoir reconstruit des bases suffisamment solides pour se dire ça va quoi. Et je vais écouter et on va continuer la discussion. Ouais, ouais, mais complètement. Merci de rebondir dessus. Alors, il était et j'étais aussi en mode réactif. Hmm. Je ne me rendais pas compte que j'étais justement dans ce mode-là où je laissais très peu de place, soit en mode réactif, soit en mode protection maximale, où ok, Mythique. c'est ça, j'entends et je réagis pas. Ouais. Sauf qu'à l'intérieur, forcément, il se passe plein de choses, quoi. Et là, oui, justement, d'éviter d'être dans la réaction. Et pour éviter d'être dans la réaction, bah, ça veut dire être dans le calme intérieur, la sérénité, dans cette douceur et d'accueillir ce qui va se passer. Euh, c'est tout un cheminement. Moi, encore une fois, enfin, je découvre, puisque c'est vraiment la première fois que je me suis retrouvé dans cette situation, encore plus avec mon père, où la communication est très compliquée, enfin, me concernant. Donc ça a été un waouh, et de m'obliger encore une fois et c'est là aussi où pour moi c'était une nouveauté, c'est-à-dire que plutôt que de me dire et donc de laisser le mental prendre le dessus en disant ok, j'ai, je sens que j'ai besoin, je sens qu'il a besoin qu'on se rencontre pour pouvoir discuter, plutôt que de se dire bon ok papa, on va prendre 5 minutes, on va discuter, on va poser un cadre, etc. Non, en fait j'ai laissé venir. J'ai laissé venir, c'est-à-dire qu'on a déjeuné ensemble. Ma mère n'était pas là, donc voilà, on a déjeuné ensemble. Et j'ai attendu que le moment se présente. Et ça, pour moi, c'était nouveau aussi, tu vois, dans sa spontanéité et pas de vouloir forcément induire. Et à partir du moment où j'étais dans cet accueil, et quand le moment est venu, je dis OK, moi je suis prêt. Et s'il n'était pas venu, il ne serait pas venu. Et ça Hmm. aussi, si on n'est pas dans cette douceur, dans cette sérénité, dans cet accueil, ben on va être dans la réaction, on va être dans l'induction. Et donc forcément, ça va avoir un impact sur l'environnement qui va être contraire à ce qu'on recherche justement. Hmm. Et ça rejoint beaucoup de philosophie de vie, de religion, quand on veut bien aller à la racine de soit à l'intérieur, soit dans l'accueil, dans la douceur, et tout va bien. Et tout va bien. Hmm. Oui, mais c'est une posture qui demande de désactiver tous les réflexes d'attaque, de rester figé ou de s'enfuir. Donc Ouais. c'est une posture qui demande parfois soit d'avoir des pratiques, une hygiène de respiration, une hygiène d'accueil des émotions, ou avoir des repères tout simplement. Et c'est pas toujours simple parce que parfois, tu vois, moi dans un monde de femmes, on s'attend assez fréquemment à ce que les femmes, il y a par exemple l'émotion de la colère. Dans beaucoup de mes clientes et moi dans mon vécu personnel, la colère c'est pas une émotion qui est très acceptable chez une femme. Elle peut être capricieuse, mais en colère furieuse, c'est moins accepté que si elle est triste ou mélancolique par exemple. Et chez moi dans ma famille, vraiment le fil de la colère, il n'était pas très, très, très exprimé dans ma famille, en tout cas du côté des femmes. Et, euh, et donc, quelque part, la douceur, c'est aussi une attente de mes parents sur moi et mes sœurs. C'est-à-dire qu'on se doit d'être douce, qu'on se doit d'être docile. Docile, c'est ce qu'on mettait sur mes bulletins de classe, t'imagines? Docile, quoi. À qui il parle? Donc docile, douce. Et donc dans certains moments où justement il pouvait y avoir des situations de conflit, et ben il y a beaucoup de moments où je me suis sans le vouloir enfermée dans cette douceur-là. Et donc plutôt que d'arriver à exprimer les choses clairement ou à dire clairement que j'étais pas ok, et ben il y avait en filigrane l'obligation d'être doux, d'être à l'écoute, d'être empathique. Et une des plus grandes difficultés ou dans ce que j'apprends au fur et à mesure, c'est que parfois c'est ok de pas être empathique, que parfois c'est ok de dire non, que je ressente ou pas ce que la personne en face ressent, c'est non quoi, non c'est non. Mais tu vois, quand je ressentais les choses en face, et ben il y avait le oui, mais non, mais peut-être, mais au fond cette personne n'est pas mauvaise, mais est-ce qu'on vit juste mal? Mais ouais, mais n'empêche que la personne qui subissait l'action de l'autre, c'était quand même moi, mon corps, mon espace. Donc finalement, cette obligation d'être gentille et d'être douce peut être aussi un enfermement. Et parfois, j'avais la stratégie que tu avais, celle où on dit rien, mais on encaisse, on prend, on n'en pense pas moins parfois, mais juste ça sort pas. Et quand ça sort pas, eh ben on peut pas aller au bout de la discussion et que la boucle soit bouclée.
Parce que finalement, c'est ça qui apporte de la complétude et de la douceur. C'est quand, que tu provoques ou pas l'instant, mais quand la personne peut arriver et qu'on a une curiosité authentique dans ce qu'elle a à dire et qu'on arrive à dire nous aussi ce qu'on a à dire sans que ce soit pris de façon personnelle et qu'ensuite on arrive à trouver quelque chose qui vient se boucler, quoi. Ou en tout cas que le respect soit suffisamment installé pour que la discussion se continue jusqu'à ce que ça se boucle. Bah, on est dans le flux et dans le mouvement, en fait. Et le fait de, enfin, voilà, de se protéger, c'est-à-dire d'encaisser, et d'avoir ce qu'on a, enfin, cette forme de résilience en disant tu peux y aller, tu peux y aller. Moi, je suis suffisamment costaud, j'encaisse, ça ne me touche pas, machin. Bah non, non, parce que qu'est-ce qu'on fait quelque part, on est forcément impacté et on le conserve, ça s'accumule et puis ben, il y a un moment le corps il en peut plus et donc ça va se manifester de différentes manières, soit on va partir dans une colère, soit ça va être la maladie, enfin bon, bref, peu importe. Donc ouais, je trouve que c'est important effectivement, je te rejoins là-dessus, d'être dans ce mouvement, dans ce flux, dans ce cycle, le cycle de l'émotion, où c'est ce qui me plaît beaucoup, notamment dans la partie tantra, c'est la gestion des émotions, c'est le yoga des émotions, où on nous invite, quand l'émotion est là, justement à la vivre, à la laisser se manifester jusqu'au bout, et ce qui permet justement de clore le cycle, et après d'accueillir la prochaine émotion qui va arriver et donc de pas contenir en fait tout ça parce que le corps est pas là pour ça et donc après oui trouver cette forme de fluidité c'est juste extraordinaire quoi. Enfin il y a une forme de légèreté qui s'installe et ça permet aussi encore une fois l'ouverture à la douceur et je te rejoins aussi sur le fait que euh, oui c'est beau la douceur c'est sympa et en même temps il y a des situations où elle a pas été, enfin, il y a d'autres choses qui doivent être présentes en fait. Mm. Ouais. Et puis l'intention de douceur n'éloigne pas nécessairement les conflits, n'éloigne pas nécessairement les expériences de vie qui vont nous contracter. Et c'est vrai que maintenant, je vois le conflit, que je le veuille ou non, hein, que ce soit confortable ou pas pour moi, je vois le conflit comme une opportunité plutôt que comme quelque chose qui fait que j'aurais loupé un truc, par exemple. C'est l'opportunité de se rechoisir, de redire ce qui nous convient, d'être curieux de l'autre. Mais il faut être prêt aussi à ça. Et c'est vrai que finalement, le travail que j'ai pu faire pour moi, petit à petit, m'amène à être davantage prête à oser des situations où il peut y avoir un conflit, en voyant que derrière le conflit, il y a l'énergie de la clarté. Et que finalement, une des choses que je recherche énormément, c'est la clarté. Ouais. Tu vois. Oui, je te rejoins aussi dessus. Le fait d'être clair avec soi-même et de pouvoir l'exprimer, enfin, pour moi, c'est un tel soulagement parce que je me rends compte au fil de mon parcours que le fait de ne pas exprimer, donc de quelque part de ne pas être entendu, de ne pas être compris, ça crée une distance dans la relation qui était juste insupportable. Et donc le fait aujourd'hui, moi, de m'autoriser à pouvoir exprimer en fait ce dont j'ai vraiment besoin d'exprimer, mais de le faire dans cette forme de douceur, c'est-à-dire de ne pas être dans le conflit. Et j'ai encore des exemples là ces derniers jours dans des écritures de mails par rapport à des messages que je peux recevoir, et donc de prendre le temps de me poser, de laisser les émotions en fait se manifester, de dire ok maintenant je vais pouvoir les écrire tranquillement. Si je suis en colère, je l'exprime simplement. Voilà, j'ai de la colère à cet endroit-là, ou de la colère se manifeste à cet endroit-là, mais tout va bien. Pourquoi? Parce qu'elle a été exprimée. Et de poursuivre en fait l'écrit pour exprimer tout ce dont tout ce que je ressens en fait et donc d'être vraiment dans cette partie corporelle et puis uniquement mentale stratégique et autres donc un peu plus dans la spontanéité mais une spontanéité qui va être j'ai envie de dire plus ou moins contenue et je trouve ça juste fabuleux parce qu'il y a cette légèreté encore une fois qui reste dans le corps il y a beaucoup moins de tension beaucoup plus de détente et donc encore une fois plus propice à l'accueil à ce qui va se passer dans la situation et donc nécessairement à être dans une forme de douceur. Et ce qui me semblait important d'exprimer aussi en t'écoutant, c'était aussi que on peut très bien être, enfin, dans la douceur, il n'y a pas forcément quelque chose de figé. La douceur, elle peut aussi être dans le mouvement. Je trouve ça tellement, ouais, tellement beau et ça me fait penser notamment au rituel et au massage où voilà, il y a du mouvement
Et en même temps, c'est un mouvement qui est super doux. On n'est pas forcément dans le monde chamallow, si c'est quelque chose qui te parle, le chamallow. Après, dans le mouvement, ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, la douceur dans le mouvement, quand notamment le mouvement est rapide, ça a à voir avec la fluidité, ça a à voir avec la souplesse, ça a à voir avec une sorte de liant. Parce que j'ai déjà vu, tu sais, des vidéos de danseurs qui dansent super vite, en fait, mais ils ont une façon de mouvoir tout leur corps où il n'y a pas à ce moment-là de cassure. Et, euh, et c'est super intéressant d'observer et puis d'admirer aussi, parce que derrière, il y a énormément de maîtrise du corps, de la musculature, euh, de l'effet que ça fait aussi. On sent qu'il doit y avoir aussi des heures d'entraînement à regarder, parce que ça donne à voir, à sentir, à vibrer quelque chose de totalement différent, même si c'est pas calme ou lent, parce qu'effectivement, la douceur n'est pas nécessairement calme ou lente. On peut agir très vite, mais elle est à l'intérieur. Donc, la conséquence de l'action, elle est en lien avec la vitesse de ce qui doit être posé, quoi. C'est pas effectivement l'un ou l'autre, c'est pas douceur, calme, ou douceur ou action, c'est douceur et action. Et ce qui est chouette, c'est de voir comment ça se fluidifie entre les deux. Tu vois. Complètement. Waouh! Eh ben, on en dit des choses quand même sur la douceur. Ça nous amène très très loin, mais c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Et est-ce que toi, dans les prochains mois, est-ce que le fait d'avoir goûté ce que tu as goûté cet été, de voir que ça a de plus en plus de place, est-ce qu'il y a une intention pour toi que tu as envie de poser par rapport à la douceur, ou est-ce que tu te laisses juste toucher, emmener par la vie et voir si c'est de la douceur qui s'invite ou si c'est autre chose? Comment tu vois les choses? Eh ben, par rapport à tes deux propositions, en fait, ce qui me vient, c'est les deux. C'est-à-dire que euh, je commence réellement à prendre soin de moi, au niveau corporel notamment, parce que mon corps, je l'ai beaucoup bousculé. Euh, J'en prenais pas soin. En tous les cas, j'étais beaucoup en conflit avec. Je l'ai poussé dans ses retranchements au niveau sportif, etc. Donc, en fait, j'apprends à être doux avec moi-même. Ça, c'est une direction que je prends et dans laquelle je m'engage complètement parce que je me rends compte, en fait, des bienfaits que ça m'apporte. Donc, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est de continuer à me laisser guider, mais en même temps, tout est lié parce que le fait de prendre soin de moi, de vouloir contacter cette douceur, forcément, ça m'amène aussi à rencontrer des gens comme toi qui sont dans cette douceur et qui sont dans cette recherche-là. Ça m'amène dans des situations où je vais amener de la douceur, je vais recevoir de la douceur. Là, par exemple, dans 2 semaines, je vais organiser une cérémonie avec la médecine cacao. La Mhm. médecine cacao, c'est l'ouverture de cœur. Donc, c'est aussi amener de la douceur à cet endroit-là. Donc, oui, les choses, la direction de la douceur est bien présente, ça c'est une certitude, voilà, complètement, complètement. Mhm. Après, pour reprendre ce que je finis juste par rapport à ce que tu disais, ça reste dans le mouvement aussi, c'est pas de la douceur chamallow. Non, Euh, voilà, et je c'est une trouve que voix. Ce que j'allais dire, c'est que c'est une vraie voix. Et à partir du moment où c'est une voix, il y a forcément du mouvement, en fait, sur la route. complètement, Ouais. complètement. Et je trouve que c'est important de le rappeler parce qu'on a trop souvent l'impression d'être l'impression et même de vivre les extrêmes. C'est-à-dire que on va partir dans une direction à fond et puis après son contraire. Et ça va être pareil avec la violence et la douceur. C'est-à-dire que voilà, il y a certaines personnes qui vont vivre leur colère peut-être dans la violence et derrière qui vont chercher la contrepartie dans la douceur. Donc quelque chose de très explosif avec quelque chose de très collant, de très mou. Donc c'est important aussi de trouver la fameuse voie du milieu et la douceur, voilà, elle peut avoir plusieurs formes. C'est ce qu'on a évoqué. Oui, ça peut être un carré de chocolat dans la bouche et de le laisser fondre, tout à fait. Ça peut être prendre quelqu'un dans les bras, ça peut être le mouvement dans la danse. Enfin, il y a tellement de manifestations possibles de la douceur. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle vient de l'intérieur. Oui, et qu'elle vient, comme tu le disais, en équilibre avec son contraire. Donc, on n'a pas tous la même définition du contraire de la douceur, mais
à partir du moment où il y a de la douceur, il existe aussi son contraire. Et comme tu disais, il ne faut pas que ce soit polarisé, il faut arriver à ajuster les deux au bon endroit. Et quand on a une intention de douceur, très souvent, on va porter cette intention de douceur vers l'extérieur. Et comme tu disais, on va oublier de prendre en soin notre corps. Et je crois que le vrai chemin de la douceur, c'est de prendre soin du corps, de l'énergie. Moi, c'est plus mon énergie que j'ai eu tendance à pousser. Mon corps, je dirais que je m'en occupe pas si mal. Par contre, j'ai tendance à avoir parfois de la difficulté encore à écouter totalement mon mouvement énergétique et à me donner ce dont j'ai besoin au bon moment. Donc le timing, tu vois, si j'avais une intention à poser, ça serait d'être très attentive à ça, à mon timing intérieur, de façon à ce que l'espace de la douceur soit vraiment en respect total de l'énergie du corps, voilà, de ce qui se passe. C'est pas toujours simple, parce que comme je suis une maman de 4 enfants, il y a des moments où mon intention de douceur, ou mon besoin de silence, ou mon besoin de faire quelque chose peut rentrer un peu presque en concurrence avec leurs besoins à ce moment-là. Et le contrat sacré de la mère, ben, c'est aussi de prendre soin de ses enfants. Mais voilà, c'est comme une danse. Là, pour le coup, c'est vraiment une danse avec la vie entre être une mère, être une femme, être accompagnante et trouver tu vois, le bon nord, quoi, qui est à l'intérieur finalement. Et comment est-ce que tu vis la douceur justement avec tes 4 enfants, avec ton compagnon? Il y a des moments, tu instaures des moments privilégiés de douceur, tu te laisses guider par rapport à ça. Comment ça se passe? J'ai l'impression que, d'une manière générale, la douceur est toujours à l'intérieur de moi et dans mes intentions. Donc, par exemple, dans les interactions que je peux avoir avec mon compagnon ou mes enfants, même sur une situation de conflit, je suis toujours dans une intention, moi, de douceur et de compréhension. Après, j'ai des ados maintenant, et parmi eux, un garçon ado. Et j'observe avec beaucoup de curiosité ce qui se passe, parce qu'il y a plein de moments où je le vois presque se raidir face à ma douceur. Je crois que ça l'insupporte, en fait. Et, euh, et le truc, c'est que plus il est dans son énervement, plus j'ai envie d'aller le rencontrer, de comprendre, de connaître. Et être une maman, avoir des outils de parentalité ou d'être accompagnante ne change pas le fait que je peux aussi vivre des situations de totale incompréhension avec mes enfants et cet ado-là en particulier. Mais derrière, il y a toujours une intention de curiosité. En fait, je trouve ça assez passionnant de voir comment il se constitue. Et puis, comme je suis quand même très empathique, je sens beaucoup de niveaux. Alors, avec lui particulièrement, mais avec mes filles également, j'ai l'impression de jouer dans un jeu en plusieurs dimensions. Donc, dans une des dimensions, j'ai le rôle de la maman. Dans une des dimensions, je ressens les choses de façon empathique. Dans une des dimensions, il y a une part de moi qui est en train de se poser la question de dire, bon, alors, et là, ok, il y a ça d'un côté, il y a ça en sous-jacent, on en fait quoi? Parce qu'il faut quand même mettre de la structure, mais voilà, on en est où? Et tout ça, d'une manière générale, m'amène au grand questionnement de la confiance. Jusqu'à quel point je peux faire confiance à mes enfants pour sentir leurs mouvements et faire ce qui est bon pour eux, et jusqu'à quel point je peux avoir confiance en moi en tant que maman, dans ce que j'ai déjà transmis quand ils étaient petits. Et, euh, et même s'il a besoin de s'éloigner de moi au niveau émotionnel, parce que c'est aussi comme ça qu'il se construit et qu'il devient un individu, est-ce que j'ai suffisamment de confiance à l'intérieur pour le laisser s'éloigner sans le retenir? Il y a tout ça qui se joue en même temps, en fait. Et le plus petit de mes enfants a 5 ans, c'est un petit garçon aussi. Et donc, il y a encore d'autres sensations, nuances qui peuvent se jouer avec lui, tout comme avec mes 2 filles, en fait. Le fait d'avoir 4 enfants fait que chaque relation est vraiment unique. Et, euh, et c'est un grand sujet d'expérimentation et de curiosité, tout simplement. Mais j'apprécie tous les moments, c'est-à-dire les moments où on arrive à discuter, c'est très doux à l'intérieur pour moi, les moments où je peux avoir des interactions et juste avoir des contacts avec eux, c'est très doux. Et puis évidemment, à l'adolescence, il veut plus de contact, il veut même plus une bise, il veut pas que je pose une main sur l'épaule, mais de temps en temps, quand il se blesse, il accepte que je puisse prendre soin de lui. Et donc, il se blesse pas si souvent que ça, hein, donc il doit pas être tant que ça en recherche de moi ou de mon contact, mais tu vois, dans ces moments-là, eh ben, je goûte le fait d'être la maman et d'être là et de pouvoir m'en occuper et de pas faire de commentaires en le rabaissant. En tout cas, je fais de mon mieux pour pas le faire parce que de temps en temps, il trouve que même quand je suis trop douce, c'est déjà trop rabaissant. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu pour respecter cette construction charnière d'un jeune homme et, euh,
et de pas être trop présente, de pas être non plus totalement absente. Parce que de temps en temps, je suis blessée. Il y a des moments où quand il me rejette, je suis franchement blessée à l'intérieur. Et quand je suis blessée, je vois mon mouvement, qui est le mouvement de la plupart des gens, de dire, ben, puisque c'est ça, il se débrouille tout seul, tant pis, il n'a pas besoin de moi après tout. Enfin, tu vois, de couper quelque part la relation pour pas souffrir. Et quand j'ai ces parts-là qui se manifestent, je suis super attentive, au contraire, à rester en relation. Parce que je considère que c'est moi l'adulte et que c'est mon travail de contenir mes parts blessées et que lui, il a besoin d'avoir une présence. Pas forcément quelqu'un d'envahissant, mais en tout cas certainement pas quelqu'un qui coupe la relation avec lui à ce moment-là. Donc je suis assez attentive aux réactions naturelles que je pourrais avoir à l'intérieur parce que je suis humaine tout simplement, mais attentive au fait que qu'ils comptent sur moi en fait, mes enfants. Ils comptent sur moi pour que je sois présente et pour que je sois aimante quoi qu'il arrive. Et donc j'essaie de maintenir ce lien-là. Ouais, c'est un sacré rôle quand même, le rôle de la maman, hein. Je pense que c'est important de le souligner à nouveau. Ben, on est tous passés par là, puisqu'on sort tous du ventre de la maman, et il y a, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a un lien qui est là. Bon, alors après, voilà, la relation, elle évolue, elle se vit de manière différente, puisqu'on est tous uniques. Mais c'est vrai que je crois que c'est important de le rappeler, que votre rôle, oui, il est d'être présent, et puis on vous demande tellement de choses, en fait, que c'est bien de nous rappeler que vous êtes aussi des êtres humains, des adultes, et que nous, donc, qui avons des relations avec vous, bah, de vous soutenir et de vous protéger de nos excès aussi. Donc de trouver la distance la plus juste, la relation, et de ne pas être qu'en mode d'être dans le besoin, en fait. Je trouve qu'à un moment ou à un autre, enfin, moi je le vois en grandissant, voilà, quelque part d'équilibrer la relation. Et c'est là aussi où je crois, et je le vois par rapport à ma mère, où le rôle de la maman doit aussi évoluer. Oui, Les parents ont souvent tendance à nous voir encore comme des petits-enfants, parce que voilà, c'est compliqué d'imaginer l'enfant grandir et d'avoir un type de relation, et donc d'arriver à une relation adulte à adulte, tout en restant dans la douceur. Je trouve que c'est pas quelque chose de simple, mais qui pour autant, moi, de mon point de vue, est primordial. pour moi, c'est un chemin de deuil en fait, dans le sens positif du terme. C'est faire le deuil de ce qu'ils ne sont plus et ce qu'ils sont dans le temps présent, donc de réactualiser régulièrement ce qu'on sait d'eux, nos enfants, mais c'est aussi faire le deuil de ce que j'étais et ce que je ne suis plus. Et, et c'est pas évident parce qu'effectivement, on doit évoluer en tant que rôle parental à peu près à la même vitesse qu'eux. Et c'est vrai que pendant l'adolescence, tout change très vite. Pour moi, mon fils est devenu ado d'un coup, à 12 ans. D'un coup, la voix qui a changé, le corps qui a changé, et presque sans transition, en tout cas de mon point de vue. Et il faut accompagner ça, il faut accompagner ce deuil en fait, s'accompagner soi, et c'est aussi pour ça que maintenant il y a plein d'accompagnants parentaux. C'est juste parce que si on veut vraiment prendre soin de la relation et y mettre de la délicatesse et du respect à chaque niveau, on peut avoir besoin d'avoir des choses à guérir et d'avoir quelqu'un qui puisse entendre ça pour qu'on n'aille pas le reporter sur nos enfants tout simplement. Et ce qui est douloureux ou difficile parfois, c'est aussi ce temps présent. C'est qu'on n'a aucune idée de est-ce qu'on réussit quelque chose ou pas, est-ce que la relation va être belle ou pas plus tard. On n'en sait rien en fait. Donc un des endroits où s'ancre ma douceur, c'est aussi dans ce temps présent en se disant que chaque instant compte en fait. Même les moments où on s'engueule ou même les moments où je suis pas d'accord parce qu'il est rentré plus tard que l'heure prévue, eh ben c'est quand même des moments qui comptent. Que même les moments qui ont l'air de servir à rien, comme de les emmener à une activité ou d'en revenir, ou de faire un aller-retour au lycée ou ailleurs parce que c'est nécessaire, et même si l'enfant à ce moment-là, l'ado, il te parle pas du tout, limite il te tourne le dos en regardant par la fenêtre, mais même ce moment-là, il compte. Et donc j'essaie vraiment d'être très présente aussi, à regarder et à vivre ces moments-là, parce que je pense que la relation, elle se construit toujours dans le présent, et on verra plus tard, on saura peut-être pas. Mais peut-être que c'est OK aussi qu'à un moment donné, en tant qu'adulte, si on s'enlève du rôle de parent, peut-être que plus tard, ils n'auront pas envie de nous côtoyer. Parce que peut-être que nos valeurs ou notre façon d'être leur convient réellement pas. Et peut-être que c'est OK, peut-être qu'on n'est pas obligé de s'accrocher non plus. Mais il y a quand même pour moi un contrat sacré qui est un contrat sacré de respect dessous.
Et j'essaye de me tenir à ça, quoi qu'il arrive, quoi. Et le respect, pour moi, c'est pas qu'ils respectent mes valeurs et ainsi de suite, hein, genre respecte ta mère, c'est pas ça. C'est plus le respect de leur écologie intérieure et de leur essence. Et que quel que soit leur choix, c'est que ce sera le choix qui est bon pour eux. Que si un jour il y a des ruptures de liens, et ben, pour moi, idéalement, la porte, elle resterait ouverte pour qu'ils puissent revenir quand ils le sentent, en fait. Qui est pas de mon côté, en tout cas, je suis engagée pour moi à faire mon travail de mon côté pour que de mon côté, il n'y ait pas de rupture. Bah, bravo. On verra, hein, on s'en reparle peut-être dans 30 ans. Tu vois, on sera là derrière nos caméras, on dira alors, c'est comment? Ah bah ça a été un chemin. Mais en même temps, quand je t'entends en parler, je trouve qu'il y a déjà tellement de conscience que c'est énorme. C'est énorme. Donc, d'accepter aussi de savoir que vous jouez un rôle, le rôle d'adulte et d'accompagnant, et que ce rôle, il évolue sans cesse, et que la courbe de dépendance de l'enfant, voilà, elle diminue jusqu'à se retrouver face à des adultes. Et comment je me situe par rapport à ça? Enfin, moi, je trouve que c'est ça la vie, c'est cette fameuse impermanence qu'on va retrouver à tous les niveaux, sa propre évolution et donc forcément l'évolution des relations. Donc, c'est chouette. Et donc, si on peut y ajouter des petites touches de douceur par-ci par-là, voire même des bains complets, ben, je pense que ça peut aller que dans le bon sens. En tout cas, ce que je vois, c'est que les choses, déjà, des choses que j'ai transmises quand ils étaient petits, sont présentes quand ils sont avec d'autres personnes à l'extérieur. C'est-à-dire, dans l'intérieur du foyer, ils peuvent se permettre d'avoir des émotions fortes ou des mots forts, mais au niveau relationnel, les personnes trouvent qu'ils sont présents, qu'ils sont à l'écoute, qu'ils ont plein de bonnes intentions. Donc je vois qu'il y a quand même des choses qui, de toute façon, sont présentes. Après, si tu leur demandes est-ce que ta maman est consciente, est-ce que machin et tout, ils vont te dire non. Hein. Pas se faire d'illusions non plus. Hein. Tu vois, ils vont dire mais n'importe quoi. Ma mère, déjà elle travaille comme thérapeute parfois dans une yourte au fond du jardin. Mon fils il rêve de maison carrée, tu vois. Donc voilà. Si tu lui dis voilà, est-ce qu'il y a du mouvement, il me dit oh là là, elle est toujours casanière, elle est toujours calme. Là, on est agaçant à la fin. Voilà, ils vont forcément avoir leur regard en fonction de leur âge. Et puis peut-être que leur regard est juste. Qui sait? Tu vois? Je sais pas. Donc de toute façon, il est forcément juste. Après, je crois que la reconnaissance, elle arrive quand ils seront beaucoup plus âgés, qu'ils seront peut-être parents, et où là, tu te dis, ah ouais, quand même. Ah Oui. ouais, c'est quand même pas si simple. Ah ouais, puis tu te souviens, maman, elle a quand même fait ça, ça, ça et ça. Et papa, ah ouais, ouais, ok. Là, on commence à rentrer dans une forme de respect. Mais bon, je crois que ça fait partie du cycle de tout un chacun. Donc, Oui, mais c'est ça qui est fou, tu vois, c'est que le respect, la reconnaissance, en tout cas quand il s'agit des parents de ce thème-là, effectivement, très souvent, elle se fait quand on arrive à peu près à leurs âges, en fait. À l'âge où on commence à maîtriser sa vie, avoir des enfants, on fait ah ouais, ouais. Hmm. Bon, on peut aussi voir où les gens ont merdé aussi. Hein. C'est pas que pour reconnaître ce qui était beau. Hein. Mais malgré tout, c'est marrant de voir que finalement, la fameuse reconnaissance ou le gros respect qui était avant une des valeurs principales dans l'autorité parentale est quand même grandement remis en question quand on observe ce paradoxe-là, quoi. Donc, quand on travaille finalement sur soi hein, par rapport à la relation de la famille, on ne peut pas viser la reconnaissance. On peut seulement viser ce qui nous semble juste, correct, doux, vibrant à l'intérieur et juste s'aligner à ça en fait. Avec la conscience que peut-être que malgré tout, ça leur conviendra pas. Et que malgré tout, ils partiront à l'autre bout de la terre. tout à fait. On verra. On a fait ce qui était juste avec ce que tu étais et ce que tu avais à ce moment-là, et tout Ouais. va bien. Le fameux chacun fait de son mieux surtout. La conscience que on fait avec les moyens du bord, que ce soit nos parents, nos enfants, nos compagnons ou nos clients, clientes et ainsi de suite. Tout le monde fait avec les moyens qu'il a. Et nos moyens évoluent en fonction de ce qu'on arrive à relâcher comme crispation intérieure. Donc, tu vois, l'absolu de la douceur, pour moi, ça serait l'endroit où, à l'intérieur, c'est ouvert. C'est de la détente, en fait. Tu vois. J'entends bien. Bah écoute, je te propose de conclure là-dessus parce que moi, ça me va très bien. Je vais arrêter l'enregistrement et puis
je dis quand même aux personnes qui auront eu la patience de nous écouter, n'hésitez pas à interagir avec nous sur la douceur ou d'autres thèmes, parce que on aime bien être en relation, je pense que vous l'avez compris, donc n'hésitez pas. J'éteins l'enregistrement maintenant.